Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver sur Al24 News et un nouveau numéro de l'échiquier international. Nous sommes en direct pour décrypter un nouveau thème d'actualité. Restez avec nous. La Syrie, après plus d'une décennie de guerre, renoue peu à peu avec ses voisins mis au banc depuis l'éclatement de la guerre en 2011 par plusieurs pays arabes. Le pouvoir syrien a commencé il y a quelque temps à recueillir de plus en plus de marques de soutien de ses voisins et on parle désormais d'une Syrie qui sort progressivement de son isolement diplomatique dans le monde arabe. La dernière visite du ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mokdad au Caire, fait date. Dans ce numéro, nous allons revenir sur la symbolique de cette dernière visite du chef de la diplomatie syrienne au Caire. Quels véritables facteurs ont fait que la Syrie, ou plutôt le pouvoir syrien, ne soit plus aux yeux de ses voisins arabes ce qu'il était au début de la guerre en 2011 ? À quoi peut-on s'attendre après cette réhabilitation ? Quelles en seraient les conséquences ? Quoi qu'il en soit, nous sommes, vous le savez, bel et bien face à une nouvelle donne géopolitique qui se dessine dans le monde arabe. Et beaucoup de leçons devraient être retenues du cas syrien, notamment lorsqu'il s'agit de l'interventionnisme occidental. Tous ces aspects, nous allons les aborder avec nos invités ce soir. Kamel Mansari, journaliste, directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant, est avec nous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et nous tentons de joindre d'un moment à l'autre Riyad Sidawi, qui sera avec nous depuis Genève. Riyad Sidawi, qui est directeur du Centre arabe des études politiques et sociales. Donc on va revenir, Kamel Mansari, sur cette visite de Faisal Mokdad au Caire. Il s'agit d'un fait inédit. Cela fait plus de 10 ans qu'un ministre syrien des Affaires étrangères n'a pas foulé le sol égyptien. Quelle symbolique de ce déplacement ? Il y a d'abord un contexte arabe dans la région qui a favorisé cette visite. Il y a d'abord le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc il y a cette réalité qui est venue se greffer pour changer la donne et la reconfiguration de la région. Donc on voit bien qu'il y a une certaine embellie dans les relations d'abord entre deux pays puissants qui sont l'Iran et l'Arabie saoudite. Oui. Et forcément, ça va avoir des répercussions sur la Syrie qui a été un enjeu justement entre l'Arabie saoudite et l'Iran et d'autres pays comme l'Irak, comme les Émirats et bien évidemment le Qatar et l'Égypte. Ces pays-là ont participé d'une manière ou d'une autre dans le conflit, que ce soit par les voies militaires ou par les voies diplomatiques, favorisant ainsi l'isolement de la Syrie au sein de la Ligue arabe. 11 ans de rupture, le siège de la Ligue arabe a été vide et resté vide depuis cette date-là, depuis mars 2011, le début de la guerre civile en Syrie. Donc aujourd'hui, il y a une embellie qui a favorisé le retour. La visite de Faisal Mokdad en Égypte, justement, va dans ce sens-là, puisqu'il y a eu d'abord un rapprochement entre l'Arabie saoudite qui a donné la voie, qui a montré le chemin du règlement de la crise, d'abord avec l'Iran, ensuite avec la Syrie. On prévoit, il y a, selon plusieurs sources diplomatiques et médiatiques, on évoque la visite prochaine au mois de mai, dans les semaines qui viennent, du ministre des Affaires étrangères saoudien Faisal Ben Farhan à Damas, où il devra remettre une lettre d'invitation au président Assad pour venir assister au sommet arabe, au sommet de la Ligue arabe prévu à Riyad le 19 mai prochain. Donc il y a des préparatifs, il y a une sorte d'activité intense pour ramener la Syrie dans le giron arabe. Donc cette volonté est précise et la visite justement de Mokdad au Caire s'inscrit dans ce sens, celui de faire en sorte à ce que les conflits dans la région du Moyen-Orient s'estompent et finissent pour permettre à une nouvelle reconfiguration de la région basée sur les intérêts nationaux, notamment les intérêts économiques. Donc selon vous, cette visite de Faisal Mokdad en Égypte est un prélude de la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe, c'est bien cela ? Forcément, c'est un travail qui a été fait depuis plusieurs mois, plusieurs années. L'Algérie a tenté de faire revenir
la Syrie au sein du giron arabe, comme je l'ai dit, à la faveur de sommet arabe qui s'est déroulé en Algérie en novembre dernier. Donc la Syrie a renoncé parce que les conditions politiques n'étaient pas favorables. Aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une sorte d'embellie, donc une sorte de travail qui a été fait, qui a été entamé par l'Iran et l'Arabie Saoudite. On ne pouvait, dans le cas de figure, dans le cas de la Syrie, faire réintégrer la Syrie au sein de la Ligue arabe sans évacuer les problèmes qui concernaient justement la région. On ne peut pas dissocier l'Iran de la Syrie, l'Iran de la situation au Liban, encore moins en Irak et encore moins en Yémen. Donc il fallait régler d'abord le problème avec deux importants pôles dans la région qui sont l'Iran et l'Arabie Saoudite pour pouvoir amener ensuite la Syrie favoriser le retour de la Syrie. S'il n'y avait pas eu cet accord-là, la question de la Syrie resterait en suspens jusqu'à aujourd'hui. Vous avez parlé donc de ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Il y a eu en effet également, vous avez parlé donc du contexte, il y a eu également ce séisme, Kamal Mansari, qui a frappé dernièrement la Turquie et la Syrie. Une visite de Sameh Choukri, le chef de la diplomatie égyptienne, à Damas. Justement, en défilant donc le fil des événements, donc on constate que beaucoup de facteurs ont joué en faveur de cette réintégration de la Syrie. Le séisme c'est pas le facteur crucial, c'est déterminant. On a l'impression qu'il y a eu une diplomatie du séisme. Oui, il n'a pas été décisif. Donc même les pays ennemis dans ce genre de circonstances, tout le monde apporte sa contribution, même si on est en froid avec le pays concerné, c'est-à-dire la Syrie. La question n'est pas là, parce que ça, c'est un problème humanitaire. Donc, sur le plan diplomatique, c'est différent. Donc, il y a eu le séisme. Ça a été l'occasion pour l'Arabie Saoudite et, bien évidemment, pour les autres pays du Golfe, qui sont les Émirats, puis le Bahreïn et le Koweït, d'accélérer, c'est-à-dire de faire de l'humanitaire, le rendre encore plus diplomatique, lui donner une consistance encore plus politique. C'est normal. Donc, la situation actuelle a poussé l'Arabie Saoudite à s'engager pleinement. Probablement, s'il n'y avait pas eu cette intention-là de rétablir les relations entre Riyad et Téhéran, peut-être que l'Arabie Saoudite n'aurait pas été aussi enthousiaste et aussi impliquée dans les opérations d'aide aux Syriens, au nord, notamment à Alep et dans la région du nord, qui a été la plus touchée, la plus dévastée, parce que c'est la région la plus proche à la Turquie où il y a eu l'épicentre du séisme. Il y a cet aspect-là, mais n'oublions pas qu'il y a un programme de reconstruction de la Syrie. Donc, il y a beaucoup de pays qui veulent vraiment participer. L'Arabie Saoudite a fait part de son intention, y compris les Émirats. Aujourd'hui, il y a une réorientation des relations entre la Syrie d'un côté et l'Arabie Saoudite, et l'Iran et l'Arabie Saoudite de l'autre. Donc, on voit qu'il y a toute une reconfiguration. Les acteurs sont en train, comme si on faisait bouger les dés une deuxième fois, et on est en train de reconstruire une région de Moyen-Orient basée sur les intérêts nationaux, au-delà des conflits ethniques ou conflits culturels ou religieux ou politiques. C'est un point positif. Donc, on va y revenir, Kamal Mansari. On va voir justement quelle lecture va donner Riyad Sidawi à ces prémices dont on parle aujourd'hui du retour de la Syrie dans le giron arabe. Bonsoir, Riyad Sidawi. Bonsoir. Donc il y a eu la visite dernièrement du ministre syrien des Affaires étrangères au Caire. Comment voyez-vous donc quelle symbolique peut-on donner à ce déplacement actuellement? Comment vous le voyez? Je pense la majorité écrasante des États arabes, ils ont compris la Ligue arabe sans la Syrie ne peut pas être arabe parce que la Syrie est un pays fondateur de la Ligue arabe. Et moi, j'aimerais bien vraiment, quand je parle de la question syrienne, commencer par l'approche historique, afin de comprendre. C'est indispensable pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé en Syrie. Roland Dumas, ex-ministre des Affaires étrangères française, sur l'antenne d'une chaîne de télévision française, disait que j'étais 2 ans avant la crise syrienne, ça veut dire 2009, à Londres. Mes homologues anglais m'ont dit qu'on prépare un plan afin d'éliminer, déstabiliser le régime syrien.
Le journaliste français lui a posé la question, mais pour quelle raison? Roland Dumas a répondu, c'était un régime qui n'a pas voulu signer un accord de paix avec Israël. Il finance et soutient la résistance libanaise et la résistance palestinienne. Alors, il faut l'éliminer et le plan est parti. Oui. Donc, je ne parle pas de la théorie de complot, parce que on va revenir sur l'échec occidental en Syrie, justement. Revenons justement sur l'essentiel, sur ce qui se passe actuellement. Riyad Sidawi, quand on voit la Syrie qui revient dans le giron arabe, comment vous voyez, comment vous analysez les choses? C'est une victoire syrienne flagrante, éclatante. C'est la victoire de la Syrie. Peuple, armée et gouverneur. C'est une victoire tout d'abord contre le terrorisme de Daesh, puis contre le terrorisme de Nusra. Et Jabhat al-Nusra, c'est la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Un petit rappel aussi, Laurent Fabius, quand il était ministre des Affaires étrangères françaises, déclarait que Nusra, qui est la branche d'Al-Qaïda en Syrie, fait du bon boulot en Syrie. Nusra fait du bon boulot en Syrie. C'était un grand scandale ici en Europe. Comment ose un ministre des Affaires étrangères de soutenir ou de valoriser les actes d'un groupe terroriste considéré par le Conseil de sécurité, un Nusra comme Daesh, comme des groupes terroristes. Donc, c'est une victoire. Les Syriens sont là, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas fait même beaucoup d'efforts afin de revenir à la Ligue arabe. Oui. Nous sommes toujours là. Maintenant, ce sont les capitales arabes qui ont compris que c'est la fin de ce plan. Ce plan a échoué. Le plan dont Roland Dumas, j'insiste, le plan dont Roland Dumas nous a parlé, a échoué, a subi un grand échec. Le monde a changé. L'émergence de nouvelles puissances, la Chine comme puissance économique mondiale et la Russie aussi comme une puissance militaire, a changé la donne. N'oublions pas aussi que chaque fois que le Conseil de sécurité... Riyad Sidawi, il y a en effet, vous avez parlé d'une nouvelle donne actuellement dans toute la région du Moyen-Orient. Il y a ce rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Est-ce que cela a favorisé, selon vous, donc ce retour de la Syrie dans le giron arabe? Oui, absolument. Mais avant ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, il y a eu un autre rapprochement, c'est entre l'Iran et la Chine, entre l'Iran et Moscou, entre l'Iran et la Russie. Donc, oui. Mohammed Ben Salman a refusé même de répondre aux appels téléphoniques de Joe Biden. Et il n'a pas inondé le marché mondial du pétrole saoudien. Il a respecté les accords d'OPEC+. Donc, déjà, il y a le rapprochement entre l'Arabie saoudite et la Chine, l'Arabie saoudite et la Russie. Ça a calmé beaucoup la position saoudienne qui a été hostile vis-à-vis de la Syrie. Et puis, le rapprochement avec l'Iran. Mais je pense que les entretiens entre les politiques syriens et saoudiens a eu lieu avant le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite et grâce au soutien chinois et au soutien russe. Le contexte international a joué également, Kamal Mansari Tout à fait, parce que déjà l'Arabie saoudite, elle est dans une phase elle est dans un besoin pressant et important de concrétiser ces projets de développement qu'elle a projetés, notamment la vision 2030 et notamment la construction de la ville de Neom. Donc elle a besoin que la région soit stable. Pourquoi? Surtout dans le sud de l'Arabie saoudite. Donc il fallait régler tous les différends qui ont favorisé les pays qui sont impliqués d'abord en Yémen, l'Iran d'abord, et puis il y a aussi le Liban avec la Syrie et l'Iran aussi, et l'application de l'Iran en Syrie. Donc l'Arabie saoudite ne peut pas envisager un avenir ou la paix avec l'Iran après des décennies, presque plus de 45 ans de rupture. Donc sa position est déterminante pour le retour, Kamal Mansari, pour le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Non, il fallait régler d'abord, avant de parler du retour de la Syrie, il fallait déjà se débarrasser de tout ce qui contrarie cette démarche. C'est laquelle? Parce que la Syrie et l'Iran sont des alliés, donc forcément il faudrait mettre tout le monde
d'accord, l'Arabie saoudite ne peut pas envisager une embellie ou une reprise des relations avec l'Iran sans prendre en considération la dimension syrienne. Oui. Parce que l'Iran est impliqué dans la région. Donc, quel est le but? Et ce n'est pas une volonté simplement saoudienne, c'est une volonté aussi de la Chine, qui aujourd'hui se compte sur ces deux pays-là, qui sont l'Iran et l'Arabie saoudite, pour ses approvisionnements d'abord en énergie, et en plus, la Chine est impliquée dans des programmes de développement jusqu'à 400 milliards de dollars. Je répète, 400 milliards de dollars pour la reconstruction des infrastructures en Iran. Donc l'investissement va atteindre 400 milliards sur plusieurs années. On parle jusqu'à 2050. Donc il y a toute une implication chinoise. Et il y a les investissements chinois en Arabie saoudite. Cette année seulement, c'est 60 milliards de dollars. Donc pour que l'Arabie saoudite concrétise son développement économique et ses investissements en comptant sur la Chine, il fallait d'abord rendre la région stable et sûre pour les investissements, notamment au sud. Donc l'Arabie saoudite ne peut pas envisager des programmes colossaux, des investissements colossaux dans la région sans s'assurer que ces projets-là ne seraient pas ciblés par des missiles qui arriveraient du Yémen, qui atteindraient Riyad ou qui atteindraient les régions dans lesquelles ces projets-là vont être concrétisés. Donc il fallait débarrasser toute la région de ces problèmes, enfin de ces conflits. Et en plus, autant les Iraniens que les Saoudiens ont appris une leçon de l'Occident. D'abord l'Arabie saoudite qui pensait que les États-Unis étaient un allié stratégique avec elle au temps de l'administration Obama. Elle a conclu un accord nucléaire aux dépens de l'Arabie saoudite selon la vision saoudienne. Et en même temps, l'Iran a compris qu'il ne pouvait faire confiance à l'administration américaine puisque l'accord a été rompu signé en 2015 sous l'administration de Trump. Donc les deux pays, selon leur philosophie de l'époque, étaient perdants. Oui. Donc finalement, ils se sont rendus compte, notamment après la visite de Joe Biden, lorsque Joe Biden a tenté de vendre à l'Arabie saoudite et aux pays du Golfe un NATO arabe. Donc la réponse de l'Arabie saoudite à travers le discours de Mohammed Ben Salman était le fait que l'Iran ne constituait pas une menace, mais que les intérêts nationaux étaient primordiaux pour pouvoir envisager l'avenir de la région. Donc ce n'est pas un problème sécuritaire qui se pose simplement dans la région, mais un problème d'intérêt national, d'intérêts nationaux aussi pour tous les pays de la région. Oui. Aujourd'hui, on voit l'Arabie saoudite qui a entamé sa démarche de reprise des relations avec l'Arabie saoudite. Le Bahreïn va suivre. Le Soudan a démontré qu'il allait suivre. L'Égypte allait suivre. La Jordanie aussi, puisque la Jordanie n'a qu'un chargé d'affaires, elle a décidé d'élever le niveau de la représentation en Iran en désignant un ambassadeur. Les deux ambassadeurs iraniens et saoudiens vont être nommés prochainement. Il y a des discussions là-dessus entre les deux chefs de la diplomatie iranienne et saoudienne. Donc il y a toute une réconfiguration qui a besoin de nombreuses décisions et comme si on remettait de l'ordre dans une région qui a été à l'origine déstabilisée par qui? Par deux pays, d'un côté les États-Unis et de l'autre Israël. Parce que l'accord irano-saoudien ne profite pas à qui? Il ne profite pas d'abord à Israël et ensuite les États-Unis. J'allais justement vous demander quelle est la position de l'entité sioniste dans cette équation. Riyad Sidawi, on a compris que les pays voisins se sont rendus compte de l'intérêt majeur de cette réconciliation, on va dire, ou de renouer justement avec la Syrie actuellement. Dans quelle position se trouve justement l'entité sioniste actuellement? L'entité sioniste bombarde presque quotidiennement, mensuellement, la Syrie. La Syrie est officiellement en guerre contre l'entité sioniste. Malheureusement, on n'est plus en octobre 1973, afin que tous les États arabes aident un État arabe agressé par l'entité sioniste. Ça, c'est une réalité amère pour nous tous. Les agressions sont devenues presque quotidiennes de l'entité sioniste contre la Syrie. Mais ils savent bien aussi que la Syrie a gagné cette guerre contre le terrorisme. Rappelons-le, les terroristes syriens ou arabes ou internationaux se font soigner dans les hôpitaux israéliens.
et parfois les batteries et les canons israéliens participent dans des batailles, surtout dans le front Qnitra, participent avec les terroristes contre l'armée arabe syrienne. C'est une réalité sociologique, il faut la prendre en considération. Ouais. Je reviens toujours à la déclaration de Roland Dumas. Le régime syrien n'a pas voulu signer un accord de paix avec l'entité sioniste. Elle est anti-normalisation, donc il doit payer cher. Et le plan, et c'est clair, depuis 2011, moi j'aimerais bien toujours l'approche historique, parce qu'à travers l'approche historique, on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Oui. 2011, Allah yarhamou Mourad Mdelsi, ministre des Affaires étrangères algérienne, a refusé l'expulsion de la Syrie. C'est un État fondateur de la Ligue arabe. Oui. Je reprends la déclaration de M. le Président Abdelmajid Tebboune. On a dit officiellement que c'est le tour de l'Algérie après qu'on supprime, on élimine le régime syrien. Ce sont les paroles de M. le Président Abdelmajid Tebboune. Moi-même, dans mes livres, j'ai bien expliqué ça. En 2011, je suis témoin, des médias français m'ont contacté afin de parler d'un printemps arabe en Algérie, Oui. parce que l'Algérie aussi a été visée. Pourquoi? Parce que ce sont des républiques anti-sionistes, ce sont des faucons contre la normalisation. Donc, il faut chercher à les déstabiliser. Roland Dumas a bien expliqué ce plan-là depuis 2009. Très bien. Revenons sur la Syrie. Kamal Mensari, c'est, on va dire, cette réintégration de l'État syrien au sein de la Ligue arabe ne sera pas sans conséquence sur, on va dire, la politique à l'intérieur de la Syrie actuellement. Bien évidemment, il y a aussi une volonté. On a entendu M. Faisal Ben Farhan, le ministre des Affaires étrangères saoudien, qui proposait un plan de paix inter-syrien. Non seulement rétablir les relations entre Damas et Riyad, d'un côté, ou bien et le retour de Riyad à la Ligue arabe. Mais il faut régler le problème syrien. Parce que le problème syrien, c'est quoi? Il y a un problème de souveraineté qui se pose. Oui. Il y a des forces étrangères qui sont les États-Unis, qui sont à Qamishli et dans les régions du nord pro-kurdes. Et de l'autre côté, il y a la Turquie qui contrôle les régions Marra Nu'man et en haut jusqu'à de Idlib, au nord d'Idlib. Donc le problème persiste à l'intérieur de la Syrie. Il y a ce problème-là. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a des tentatives. La Russie qui a réussi à aider la Syrie pour combattre le terrorisme sur la base de la résolution 2248. Donc, elle fait partie intégrante de la solution, tout comme la Ligue arabe. Mais il ne s'agit pas simplement de faire revenir la Syrie dans le giron arabe, mais aussi de proposer une solution intersyrienne, régler le problème sur le plan intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est comme le cas de la Libye. La Libye, elle fait partie de la Ligue arabe, mais elle reste toujours... le conflit libyen n'est pas résolu. Ce qui démontre que dorénavant, probablement, la Ligue arabe va s'impliquer plus dans le règlement des conflits locaux, arabes ou arabes. Donc, ce qui dénote qu'il y a une nouvelle reconfiguration, un nouveau paradigme qui est proposé par la Ligue arabe à travers l'Arabie saoudite. Alors, vous avez parlé du rôle de la Russie à l'intérieur de la Syrie. Si on devait faire le parallèle avec le rôle des États-Unis, Riyad Sidawi, on peut parler, si on revenait un petit peu sur le cas syrien, d'un échec occidental dans ce pays. Quelles leçons retenir justement du cas syrien? C'est un échec total du plan occidental qui a visé la Syrie. Et à propos de la présence militaire américaine, on parle d'environ 2000 soldats et officiers, ou la présence militaire russe, ou la présence militaire iranienne. On a le droit international. Il y a quelque chose qui existe dans le monde qui s'appelle le droit international et la charte de l'ONU. Les États officiellement ont le droit de créer des alliances militaires, ont le droit d'inviter d'autres troupes militaires afin de les soutenir. Ça s'inscrit dans la souveraineté d'État. Donc oui. la présence iranienne ou la présence militaire russe sur le sol syrien, au plan
du droit international, c'est une présence légitime, légale. On ne peut rien reprocher. Oui. Or, la présence turque ou la présence américaine, c'est de l'occupation. C'est de l'occupation, ni plus ni moins, selon le droit international adopté par tous les pays membres de l'ONU. Évidemment... On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Merci Riyad Sidawi pour votre contribution dans ce numéro de l'échiquier international. Je remercie également Kamel Mansari d'être venu avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.